Il reste quoi? Il reste le regard des autres, et de n'importe quels autres. C'est-à-dire qu'on va chercher une confirmation de son être chez les autres, et on va être tous dans la séduction. Et le capital séduction, c'est l'idée que je deviens une micro-entreprise de séduction qui veut capitaliser un maximum, un peu comme sur Facebook, les clics, ou les followers sur Twitter. Je veux capitaliser un maximum de signes que je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, pas au sens moral, hein, quelqu'un qui a de la valeur. Bon. Et évidemment, on est tous en compétition, il y a une concurrence. Il y a un écrivain qui, à mon avis, est un des meilleurs écrivains contemporains du désir, c'est Michel Houellebecq. Et dans ces deux petits, il a fait 2 chefs-d'œuvre, en tout cas au moins 2 chefs-d'œuvre, Extension du domaine de la lutte, qui est son premier roman, et Les particules élémentaires, son 2e roman. Et dans l'extension du domaine de la lutte, c'est quoi le titre? En fait, il nous dit la concurrence libérale économique qui s'est développée à partir de la modernité capitaliste, maintenant, elle s'applique au désir amoureux. C'est-à-dire qu'on est tous en recherche de séduction, et en fait il y a une alliance objective d'ailleurs entre le marché capitaliste des biens matériels et le capital séduction, parce que qu'est-ce qu'on fait pour être aimé par les autres? On va justement essayer d'accumuler des signes matériels qui ont de la valeur, et c'est pour ça que les objets nous intéressent autant, parce qu'au-delà de leur valeur d'usage, ils ont une valeur symbolique, et au-delà de leur valeur d'usage, ce sont des signes amoureux qu'on envoie. En fait, quand on n'est pas si matérialiste qu'on croit, parce que quand on achète un objet, on veut séduire les autres en leur disant « Hé, je suis une conscience, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un qu'il faut aimer. » Et donc, si vous voulez, c'est quand même une démarche un peu spirituelle aussi. C'est pas qu'une démarche je vais consommer de la matière. En fait, je m'adresse à un autre esprit et je veux le convaincre que je suis quelqu'un de bien. Et évidemment, il y a un problème avec le conjoint, c'est que le conjoint, je peux de manière romantique essayer de faire en sorte que lui seul me suffise. Mais il y a un problème, c'est que ça n'est pas vrai. C'est toute la société qui me manque. En fait, c'est la cohésion religieuse d'une société qui me manque. De sorte que je vais toujours être dans un esprit comparatif, je vais comparer mon conjoint aux autres. Et au même moment où j'embrasse mon conjoint, je vais avoir le regard oblique vers les autres, pour qu'ils me voient l'embrasser, pour que je me sente valorisé d'avoir ce conjoint, ou même parce que tout simplement ce conjoint ne me suffit pas et que je veux séduire les autres au moment même où je veux séduire mon conjoint. Et j'ai repéré un passage qui est très intéressant d'un écrivain du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est quand même avant le capital séduction, même si ça commence. Hein. Ça commence et on voit ça se développer au XIXe siècle. Vous avez des romanciers qui ont repéré ça très bien. Ça commence avec Diderot, le neveu de Rameau, ça continue avec Balzac. Et là, à la fin du XVIIIe siècle, vous avez un écrivain, un Savoyard, qui s'appelle Xavier de Maistre. Il dit quelque chose d'intéressant sur le bal. Il dit « Je n'ajouterai qu'un seul conseil pour vous, messieurs ». Il s'adresse aux messieurs dont les femmes vont au bal. Enfin, ils vont au bal avec elles, mais il va se passer quelque chose quand les femmes vont au bal. C'est de vous mettre bien dans l'esprit qu'un jour de bal, votre maîtresse n'est plus à vous. Oui, parce qu'elle est au capital séduction. Mais circonscrit au bal. Hein. Bon. Au moment où la parure commence, l'amant n'est plus qu'un mari, et le bal seul devient l'amant. C'est le bal qui est l'amant. C'est la circulation des désirs. Hein. Et ne vous faites pas d'illusions, messieurs. Si l'on vous voit avec plaisir au bal, ce n'est point votre qualité d'amant, car vous êtes un mari, c'est parce que vous faites partie du bal, et que vous êtes par conséquent une fraction de sa nouvelle conquête. Vous êtes une décimale d'amant. Une décimale d'amant, ou bien peut-être c'est parce que vous dansez bien. Enfin, ce qu'il peut y avoir de plus flatteur pour vous dans l'accueil qu'elle vous fait, c'est qu'elle espère qu'en déclarant pour son amant un homme de mérite comme vous, elle excitera la jalousie de ses compagnes. La jalousie, l'envie, c'est aussi du capital séduction. Et en fait, ce qu'il dit du bal, ça me frappe, je pense qu'on pourrait le dire de tout aujourd'hui. C'est-à-dire que notre monde est devenu un gigantesque bal, où hommes et femmes, narcissiquement, se surveillent et se regardent et tentent de se séduire. Et il faut partir là d'une misère fondamentale dans laquelle nous sommes tous, qui est le besoin d'être rassurés narcissiquement sur notre valeur. Alors, à la limite, bon, pourquoi pas, le problème c'est que c'est pas comme ça qu'on peut construire un couple durable. C'est comme ça qu'on peut certes butiner, mais pas construire un couple durable. Alors j'ai 3 objections à faire à ce fonctionnement du capital séduction. La première, c'est que c'est très fatigant.
c'est épuisant. Il faut tout le temps séduire, il faut tout le temps. On n'est jamais content. Et puis on n'est jamais content. Et puis on est très content aussi. C'est la deuxième objection, c'est que c'est maniaco-dépressif. Quand ça tout va bien, quand on va de succès en succès, on est le roi du monde, ça y est, on est Dieu. Et puis quand ça faiblit un petit peu, ça y est, on n'est plus rien. Enfin, on n'est ni Dieu ni rien. On est un homme avec ses limites. Donc il y a un côté ici maniaco-dépressif qui fait qu'on n'est pas équilibré. Et puis il y a certains qui n'arrivent pas à avoir le minimum. Ça c'est Houellebecq qui a très bien montré ça, c'est que dans des sociétés traditionnelles, tout le monde trouve chaussure à son pied, parce que voilà, les mariages sont organisés pas collectivement, il n'y a pas, si vous voulez, d'accumulation de certains et d'appauvrissement d'autres. Il y a au niveau amoureux, j'entends. Donc il y a aussi dans cette lutte de tous contre tous pour accumuler du capital séduction, il y a des perdants, il y a des grands gagnants et des grands perdants, et donc il y a des inégalités amoureuses modernes qui n'existaient pas à d'autres époques. Et la troisième objection, c'est que c'est peu durable. C'est peu durable, et on pourrait dire, et alors? Vous avez un sociologue qui s'appelle Serge Chaumier, qui a écrit un livre qui s'appelle La déliaison amoureuse en 1999, et qui défend plutôt le polyamour, le libertinage. C'est-à-dire que finalement, il prend acte du fait qu'on est des êtres libres, que finalement le couple ne peut pas durer, sinon pour des raisons religieuses ou romantiques qui ne fonctionnent plus. Et à l'arrivée, il dit, la durée, pourquoi la durée? Une relation qui dure une semaine peut être aussi belle, aussi même plus intense, on l'a vu, peut être plus intense, et c'est pas parce qu'on a plusieurs relations qui durent chacune 1 an ou 2 qu'on est plus malheureux que si on a une seule relation qui dure 15 ou 30 ans. C'est pas complètement faux ce qu'il dit, mais il y a un gros problème, c'est que la durée, elle apporte quelque chose d'unique. C'est qu'elle permet de donner à l'autre un caractère. Elle permet de développer une poésie que vous ne pouvez pas développer sans la durée. Et aussi, il y a un phénomène qui s'appelle le vieillissement, et je crois qu'il y a quelque chose de très beau dans le fait d'être avec un homme vieux ou une femme vieille dont on se souvient la jeunesse. La jeunesse ou la maturité. Je pourrais résumer ça en disant Marcel Proust contre Serge Chaumier. Ça n'est pas une phrase de Proust, mais c'est une phrase de moi en train de lire Proust. J'étais tellement content de lire Proust, et il a dit j'ai voulu. Enfin, il dit quelque chose qui est similaire à ça, mais c'est trop long, un peu trop anecdotique. Donc j'ai résumé ce qu'il dit en disant ceci: à chaque nouvelle rupture, et à mesure que le temps passe, l'on se prive un peu plus de la jeunesse, de la beauté, de la complicité, de la douce mélancolie que les souvenirs ajoutent au présent de la vieillesse. Et il y a tout là, il y a jeunesse, beauté, complicité, douce mélancolie. Bon, ça on le perd. Je trouve, à l'inverse de Serge Chaumier, je trouve que c'est une perte trop dure. Le prix est trop cher payé. Pour ne pas essayer de durer. Je ne dis pas que durer est facile, je ne dis pas que durer... il y a des recettes imparables pour durer. Je dis simplement que ne même pas essayer de durer, perdre ça, après l'amour, c'est une affaire de chacun intime, mais moi en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas prêt à accepter aussi facilement de perdre un truc aussi précieux. Voilà. Alors, essayons de voir donc maintenant, puisqu'on est arrivé au bout du pourquoi les couples modernes ne durent pas, essayons de développer un nanar d'aimer, essayons de mourir ensemble, avec les souvenirs que ça implique. Alors, pourquoi nanar? Parce qu'il me semble, pour moi, il y a 2 principes qui vont me permettre de lutter contre le capital séduction, de lutter contre le fait que les couples se séparent. Le premier principe, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire l'humilité, l'idée qu'on est imparfait, l'idée qu'il faut accepter sa misère, et là le dispositif, vous le devinez peut-être, c'est contre le narcissisme. Il y a un deuxième principe
Nanar, c'est un film raté, hein, normalement. Bon, l'humilité, c'est qu'il y a des ratages, on est raté, l'autre est raté. En fait, un amour qui réussit, c'est deux ratés qui restent ensemble. Et oui, sinon ils restent pas ensemble s'ils savent pas qu'ils sont des ratés. Hein, bon. Et ils disent comment tu es un raté, mais c'est fou. Ils s'en vont. Hein, bon. Et il faut partir du principe qu'on est des ratés, qu'on n'est pas terrible, quoi. On n'est pas exceptionnel, ni toi ni moi. Si on part de ce principe d'humilité, je crois qu'on n'a pas toutes les chances de durer, mais on a plus de chances de durer. Et puis le deuxième principe, c'est l'art, un nanar, art. C'est-à-dire c'est un principe d'artifice, c'est l'idée qui existe mais qui n'est pas très répandue, je trouve, l'idée que l'amour, c'est pas un sentiment qui nous tombe du ciel, que c'est un sentiment qui est le produit aussi d'une œuvre, d'un travail, d'une construction, et qu'il y a beaucoup d'artifices dans l'amour. On veut que l'amour... Alors là, c'est vraiment un dispositif contre le romantisme et le coup de foudre. Il y a quelque chose qui me gêne dans le coup de foudre, c'est que la foudre, c'est pas nous, quoi. Alors il y a des gens qui attendent comme ça. Ils peuvent attendre longtemps, hein, rencontrer la bonne personne, c'est-à-dire le coup de foudre. Hein. Et puis ça marche pas, et il reste comme ça. Je pense que l'amour, une grande partie de l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, il vient de nous, de notre imagination. Hein. Il y a un grand écrivain là-dessus qui va nous éclairer, c'est Proust, parce que Proust il montre bien que on projette aussi un cinéma sur l'autre. Et c'est pas un mensonge, parce que l'amour c'est un sentiment, donc ça devient vrai. Alors on va voir ça. On va commencer par le principe d'humilité. Le principe d'humilité, on commence par dire je suis misérable et je le resterai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'autre mette fin à ma misère existentielle parce que ça ne sera jamais le cas. Donc il faut accepter ça. L'autre, il n'est pas là pour que je me sente immortel, il n'est pas là pour que je me sente parfait, il n'est pas là pour me faire des louanges à tour de bras. Et il ne faut pas non plus que je pense que l'autre est parfait. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai intérêt à penser que l'autre est parfait ou qu'il doit être parfait? Parce que si un être parfait m'aime, je ne suis pas misérable. Donc si vous voulez, la demande de perfection, elle vient du fait qu'on n'accepte pas soi-même d'être un fragile, d'être un être finalement de peu. Et ça vient évidemment du narcissisme. À ce moment-là, je pense que paradoxalement, si on est humble, on aura moins honte de soi, parce que la honte de soi vient du fait qu'on veut à tout prix être parfait, qu'on veut à tout prix... On aura moins honte de soi et on aura moins honte de l'autre. Pourquoi j'ai honte de l'autre? Pourquoi j'ai... Premier repas en famille ou premier repas avec des amis, je surveille l'autre comme le lait sur le feu, est-ce qu'il va donner une bonne image de moi, etc. Et évidemment, si on est dans cette exigence narcissique, dès que l'autre ne va plus me fournir suffisamment de nourriture narcissique, je vais le quitter pour quelqu'un qui va, je crois, enfin me rassurer. Et comme aucun être humain n'est capable à cet égard de me rassurer, on continue la grande chaîne des séparations, et ainsi de suite. Donc on part d'une humilité qui va rendre possible l'intimité du couple. Ce que j'appelle l'intimité du couple, c'est le fait... L'humilité, c'est je sais que je suis misérable, mais il y a un pas de plus à faire, c'est de le dire à l'autre. Pas comme ça, genre coming out, chérie, installe-toi dans le salon, je suis misérable, tu es misérable, passe-moi le fouet, schla. Bon. Non, c'est pas d'autoflagellation collective, c'est petit à petit, lentement, ça se fait pas d'un seul coup, en 1 heure dans le salon, petit à petit, lentement, montrer ses failles, ne pas avoir peur de les montrer, ne pas vouloir donner à l'autre ce que parfois il exige, c'est-à-dire une forme de perfection lisse, montrer qu'on a des aspérités, montrer qu'on a des peurs, etc. Attention, parce que ça c'est la phase, et c'est pour ça que parfois je dis que là, il y a un livre de BD qui s'appelle L'amour dure 4 ans, moi je dis plutôt le contraire, l'amour commence après 4 ans, on ne peut pas rentrer dans cette phase au tout début. Parce qu'au tout début, on est tellement fragile, on a tellement peur qu'au tout début, il faut rester narcissique, il faut rester dans la séduction. C'est trop dur, ça fait trop peur, ça n'est pas acceptable d'arriver comme ça avec ses fragilités et de les montrer. Il faut d'abord rentrer dans une complicité, dans une habitude de vie ensemble, pour petit à petit délivrer sa fragilité à l'autre. Et s'il n'en veut pas, c'est qu'il n'a pas, lui, appliqué ce principe d'humilité.
Et à ce moment-là, ou il faut le convertir à ce principe, ou alors il faut trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose de durable, parce que manifestement, la personne, elle est encore dans le capital séduction. J'ai une phrase là qui résume bien la chose et qui doit nous rappeler le tout début de la conférence. C'est peut-être ça que Pavese n'a pas réussi à avoir avec Candice, l'actrice. Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Parce qu'il y a un gros danger. Quand vous avancez comme ça, désarmé, souvent l'autre peut en profiter aussi pour prendre le pouvoir dans le couple. Et au début, il prend le pouvoir, ça lui plaît, après ça l'ennuie, après il vous quitte parce qu'il vous méprise. Et évidemment, l'amour, c'est pas ça. Dans l'amour, il y a une compréhension de l'autre qui fait qu'on accepte son imperfection, on accepte sa faiblesse sans aller on appuie là où ça fait mal, quoi. Passons maintenant à la dernière étape de ce principe d'humilité. Humilité, je reconnais que je suis imparfait. Intimité, on se dévoile cette imperfection réciproquement. Et normalement, après ce dévoilement, si tout se passe bien, ça produit de la tendresse. Alors la tendresse, c'est le ciment. Il y a plein d'autres aspects dans l'amour. Il y a l'estime. Vous pouvez estimer quelqu'un pour ses qualités physiques ou morales. Il y a la séduction, le désir sexuel, qui sont une partie de l'amour, mais c'est pas sur ça que vous allez cimenter un couple. Vous allez cimenter un couple sur la tendresse, c'est-à-dire la compassion. La compassion qui est une compréhension. Et cette compassion, c'est le fait de vraiment comprendre que l'autre, il n'est pas là pour vous rassurer en permanence, que lui aussi a ses failles, et c'est les comprendre et les partager. Alors pour pas que ça fasse trop non plus presque prêche chrétien mais sans christianisme, il faut aussi mettre dans cette compassion une forme qu'on ne pense pas à associer à la compassion, c'est l'humour. En fait, se moquer de soi, c'est une forme d'humilité. Et se moquer, là où on voit qu'on est rentré dans le phénomène compassionnel, c'est quand vous vous moquez de l'autre et qu'il arrête de le prendre mal. Parce qu'il a compris que vous acceptez sa faiblesse. Pourquoi quand on rit de quelqu'un, il se vexe? Parce qu'en fait, il croit que vous moquez de sa faiblesse. S'il a bien compris que sa faiblesse vous touche ou qu'elle ne vous dérange pas, il acceptera avec vous de rire de lui. C'est-à-dire que l'autodérision, elle doit commencer par soi, c'est l'humilité. Mais un bon signe qu'un couple est en train de se cimenter, c'est quand la dérision peut être réciproque. Et qu'en fait, l'autodérision, c'est plus une autodérision de soi, mais une autodérision du couple. À deux, quoi. Bon, j'ai pris un exemple d'humour. Bon, faut pas les croire, hein. Il faut pas les croire. C'est là l'image pour moi du couple qui a réussi, quoi. Ils rigolent ensemble, ils se moquent d'eux, ils sont vieux, ça veut dire que bon, ils ont duré. Bon, si ça se trouve, ils se sont rencontrés la semaine dernière sur Mythique, mais ça m'étonnerait quand même. Bon. Donc, voilà pour le principe d'humilité. Alors, là, j'ai une décision à prendre parce qu'il y a un développement qui est pas facultatif, mais qui est pas si... C'est pas les 20h06. Non, alors, j'ai pas le temps. Je voulais vous montrer, je vous résume, alors vraiment, je voulais simplement donner un exemple qui fait que la tendresse permet au couple de durer. C'est un exemple polémique, je sais, mais c'est l'idée que la tendresse nous permet de mieux accepter l'infidélité sexuelle ponctuelle de l'autre. Je crois qu'il y a des couples qui se séparent pour des infidélités sexuelles ponctuelles et qui gâchent quelque chose. Enfin, je trouve que c'est un gâchis énorme, surtout en plus quand ils ont des enfants. L'infidélité sexuelle, c'est pas bien, mais de là à briser une histoire de 20 ans pour une infidélité sexuelle, je pense que la tendresse ici et l'acceptation de la faiblesse de l'autre pourrait aider à pardonner. Ça veut pas dire que c'est rien. Ça veut dire qu'on surmonte ça comme pas une assiette cassée, mais bon, voilà. Mais je peux pas développer cet exemple, donc je passe. Je voulais vous dire que la jalousie c'est un sentiment normal, mais que la jalousie passionnelle c'est pas bien. Je voulais vous parler du rôle de la contrainte, bon, après de Michel Foucault, mais tant pis. Alors, je passe tout de suite au deuxième principe.
C'est le principe de l'artifice qui dit que l'amour est notre œuvre d'art. Et je vais, bon là aussi je saute un petit peu tout ça je ne vais pas vous en parler, je vais tout de suite passer à mon Roquefort. Là, alors j'ai voulu placer un Roquefort dans une conférence sur l'amour pour une raison purement anecdotique qui m'appartient, c'est que en fait j'ai visité les caves de Roquefort, alors que j'aimais pas le Roquefort. J'aimais pas ça, mais j'ai fait mon touriste sage, hein, j'étais à Roquefort, je suis allé au cave de Roquefort. Bon. Et je suis ressorti de là en aimant le Roquefort. Pourquoi? Les types, ils m'ont montré ça, ils m'ont raconté des choses, ils m'ont fait un récit, ils m'ont fait du cinéma Roquefort, mais d'une puissance telle, ils m'ont lobotomisé. Ils ont transformé mon goût. Le goût, pourtant, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que le goût, c'est quelque chose qu'on subit. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'après, évidemment, vous allez deviner, je vais dire que l'amour est un sentiment qui lui aussi peut être actif. Et en fait, ces gens-là, ils ont inventé mon goût, quoi. Ils l'ont produit comme un producteur ou un metteur en scène. Et à l'arrivée, quelque chose que je croyais finalement biologique, je suis né comme ça, voilà, je suis né, j'aime pas le Roquefort. Bon. Et en fait, non, c'était quelque chose qui relevait de ma spiritualité même. J'avais associé peut-être au Roquefort une odeur déplaisante, alors qu'elle n'était pas aussi déplaisante. J'ai peut-être associé au Roquefort quelque chose de... Voilà, les champignons, etc. Dans mon enfance, je sais pas. Mais ils ont réussi à renverser la vapeur. Et du coup, maintenant, depuis, je mange du Roquefort, du bleu, plein de choses. Et je ne veux pas du tout faire ici l'apologie des mariages forcés, hein, loin de moi cette idée. Mais ce que disent les hindous quand on les marie de force ressemble un peu à mon histoire de Roquefort. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucune raison pour qu'ils s'aiment. Et que disent la plupart, hein, parfois ça se passe mal parce que évidemment il y a des écartages qui sont difficiles à digérer, etc. Mais disons que à l'arrivée, ils disent, à l'arrivée on s'aime. Pour moi c'est une grande leçon parce que ça veut dire que pour notre narcissisme c'est un peu vexant, ça veut dire qu'en fait qu'on est tous remplaçables. On est interchangeables. Ce qui est irremplaçable, c'est l'histoire. Si vous perdez quelqu'un que vous avez aimé pendant 30 ans, vous perdez quelqu'un d'irremplaçable. Si vous perdez quelqu'un au bout d'une semaine, vous pouvez le remplacer sans problème. L'amour, ça tient à un déménagement, quoi. J'ai déménagé à Montpellier, je me suis marié. J'avais pas déménagé à Montpellier, ce serait quelqu'un d'autre. Alors le coup c'est toi l'unique, toi la seule, c'est du flan. C'est du flan parce qu'on est tous des êtres humains. Et donc on est tous vachement aimables. On peut être aimé assez facilement. La question c'est, est-ce qu'on fait le travail de faire durer ça, de donner à l'autre de l'importance, et c'est ce que, c'est pas bien, hein, mais c'est ce que les gens qui sont mariés de force sont forcés de faire. Ils sont forcés de faire leur cinéma. Nous qui avons la chance de nous choisir, nous ne sommes pas dispensés de ça. Nous ne sommes pas dispensés de ça parce que nous nous séparons, et parce que nous sommes libres de nous séparer. Donc c'est plus facile pour nous de se séparer. C'est plus facile de s'associer comme on veut, mais c'est plus facile aussi de se séparer. On pourrait croire que les amours modernes vont durer plus parce qu'on choisit. Ben non, puisque on choisit, mais on oublie que le sentiment, c'est pas que on est là, c'est toi, et puis après on travaille plus. On se dit, le sentiment, il est venu, je sais pas pourquoi, il est reparti, je sais pas pourquoi. Et vous avez comme ça des gens qui disent, je t'aime plus. Et qui, non pas pour pas blesser la personne, mais qui sont incapables d'expliquer en fait pourquoi. Donc le sentiment vient, il repart. Alors, donc j'ai deux idées ici dans cette image. J'ai l'idée qu'on est remplaçable, et j'ai l'idée aussi que le sentiment d'amour advient et dure si on construit un récit. Et ça, figurez-vous, c'est pas une idée majoritaire. C'est une idée même qui est minoritaire en philosophie et en sociologie. Je vous ai mis plein de citations de gens qui disent exactement le contraire. Des citations qui sont des tue-l'amour, parce que si vous commencez à être persuadé que l'amour, ça ne se commande pas, vous n'allez jamais travailler pour qu'il dure. Et vous n'avez jamais facilité sa durée. Le premier, c'est chronologique. Je suis parti du XVIIIe siècle, c'est Kant. L'amour est une affaire de sensation, non de vouloir. Et je ne peux aimer parce que je le veux, encore moins parce que je le dois. Donc l'amour, c'est pas une affaire de volonté. Si, c'est en partie une affaire de volonté. Deuxième citation, Denis de Rougemont.
un grand sociologue, un passionnant, L'amour et l'Occident, un livre passionnant. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve être amoureux n'est pas nécessairement aimer. Être amoureux est un état, aimer un acte. Donc il dissocie le sentiment et les actes. Et il dit quoi? On subit un état. Je ne suis pas d'accord. On ne subit pas un sentiment. Un sentiment, on le produit aussi, on le travaille. En partie, il n'y a pas totalement, mais on le produit. On subit un état, mais on décide d'un acte. En gros, il nous dit quoi? Par exemple, si vous vous mariez avec quelqu'un et que vous promettez, vous vous mariez chrétiennement avec quelqu'un, vous promettez pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que vous pouvez très bien cesser de l'aimer sentimentalement, mais comme vous avez fait la promesse de partager sa vie, vous produisez des actes qui signifient l'amour sans le ressentir. Bon, je crois que c'est une séparation entre l'acte et le sentiment qui est pas valable, parce que faire des actes amoureux, ça devrait normalement modifier le sentiment. Et alors, on n'a peut-être pas le temps que je lise la suite. Je continue avec Alberoni. Alberoni, c'est un sociologue qui écrit le choc amoureux en 79. Il dit: on expérimente très tôt qu'il est plus facile de tolérer une trahison de la part de son amoureux que de son ami. Nous restons liés à l'être aimé, même s'il n'est pas comme nous le voudrions. Nous aimons malgré nous, alors que l'amitié est dépendante... je vous ai mis que la fin, excusez-moi. Nous aimons malgré nous, alors que l'amitié est dépendante de notre volonté, c'est un choix. Il fait une distinction là aussi qui me semble un peu arbitraire entre l'amitié et l'amour. Il dit l'amitié, ça se décide pas. L'amour, ça se décide pas, l'amitié, ça se décide. Non. L'amour aussi, ça se décide, ça se travaille. Et on continue. Comte-Sponville, petit traité des grandes vertus. Qui choisit d'aimer? Que peut la volonté sur un sentiment? L'amour ne se commande pas, en avant. Pas la générosité, si, il suffit de vouloir. L'amour ne dépend pas de nous, c'est le plus grand mystère. Bon, c'est le plus grand mystère. Par quoi il échappe aux vertus? Par quoi il est une grâce? C'est la seule. Bon. Serge Chaumier, maintenant. Serge Chaumier, sur qui on a déjà tapé, La déliaison amoureuse, 1999. L'amour sincère, tant qu'il est manifeste et spontané, n'a pas lieu d'être volontaire. Et alors il dit une chose à la fin qui est terrible, terrible pour faire durer, pour faire rompre un couple, il n'y a pas mieux. C'est donc trahir l'amour que de se forcer à être fidèle. Bon, on est en plein là, alors là pour le coup avec Serge Chaumier, on est en plein dans un individualisme, genre je me force jamais à faire quoi que ce soit. Mais ça c'est la mentalité d'un enfant de 10 ans. Si je me force jamais à faire quoi que ce soit, je vais très vite me séparer de la personne qui m'a un peu blessé, qui m'a un peu vexé, que je ne désire plus depuis 15 jours, sexuellement j'entends. Donc à un moment donné, il faut quand même, avant de quitter quelqu'un, prendre la mesure de l'importance de la séparation et tout. Je dis pas que la séparation est toujours évitable, mais une fois qu'on a tout fait, quoi, pour que ça dure. Alors, le dernier, c'est Precht, c'est un philosophe allemand, c'est le plus contemporain. Et il dit le manque d'attention n'est pas la cause d'une relation mal en point, elle en est le résultat. Alors la traduction, c'est que l'état amoureux qui produit la volonté d'aimer. C'est je suis amoureux, je veux bien t'aimer, mais la volonté d'aimer vous ne permettra jamais de retomber amoureux. Là aussi, je trouve que c'est un peu dur, un peu simpliste. Alors qu'est-ce qu'on peut opposer à cela, à part mon fromage et mes hindous? On peut opposer un petit raisonnement. C'est que depuis l'Antiquité, dans plein de livres, et notamment chez un poète qui s'appelle Ovide, on a des recettes pour ne plus être amoureux. Des recettes pour ne plus être amoureux, des conseils, etc., qui se révèlent parfois efficaces. Et je me dis, mais si on arrive à trouver des conseils pour ne plus être amoureux, on peut très bien aussi donner des conseils pour le rester. Les remèdes à l'amour, c'est un livre d'Ovide où il donne justement des recettes pour, si on est trop amoureux, on est trop dépendant, si on est trop amoureux, on se met dans des situations difficiles parfois, et donc il nous dit comment ne plus être amoureux. Et ce qui est très intéressant dans le passage que je vous ai donné, là, ça c'est une citation d'Ovide, c'est qu'à un moment donné, dans ce passage, en passant comme ça, il dit qu'il y a des gens qui ont fait semblant d'aimer et qui sont vraiment devenus amoureux. Ça veut bien dire qu'il peut y avoir une part d'artifice dans l'amour. Quand on est persuadé de quelque chose, c'est ce qu'on appelle les croyances auto-réalisatrices, quand on croit vraiment quelque chose, pas toujours, mais parfois, ça arrive parce qu'on se met dans
dans la situation où ça va arriver, si vous êtes sûr que vous allez finir d'écrire ce poème, vous augmentez beaucoup plus vos chances de le finir que si vous vous dites « Oh là là, je ne sais pas si je vais le finir. Bon. » Et donc, il y a une forme d'autosuggestion qu'on a le devoir de pratiquer pour faire durer un couple. Et on a le devoir de la pratiquer, mais on n'a aucune certitude que ça marche. Hein. Mais quand même, il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir qu'a notre esprit de valoriser encore l'autre, même quand il nous déçoit, d'accepter ses défauts, etc. Et de faire un récit, et avec les souvenirs. Les souvenirs aussi peuvent beaucoup nous aider. Autre référence, Ovide, bon, et puis un des rares qui pense que l'amour c'est une œuvre d'art, c'est Fromm, le psychanalyste allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Art d'aimer, qui est un bon livre. Et dans ce livre, il dit une chose, il dit si vous attendez le bon objet pour, je l'avais déjà dit tout à l'heure, si vous attendez le bon objet pour aimer, vous pouvez attendre longtemps parce que l'amour c'est une activité. C'est-à-dire c'est comme un peintre qui attend d'avoir le bon sujet pour peindre. Mais non, t'as pas compris que c'est, quel que soit le sujet, ce qui va faire que puisqu'on est tous remplaçables, puisqu'on est tous des êtres humains à peu près de valeur égale, ce qui compte surtout c'est la manière, le niveau d'investissement spirituel, le niveau d'investissement sensible que je vais mettre dans la personne. Et j'ai mis à côté une photo d'un film sur la vie de Proust qui ressemble qui presque ressemble par son grain à un tableau, à une peinture, et parce que Proust c'est le grand écrivain de ça. Il montre très bien, par exemple, quand Swann tombe amoureux d'Odette, il montre que c'est pas Odette ici qui est en question. C'est pas Odette qui rend Swann si amoureux que ça, c'est que Swann associe à Odette des tas d'autres choses qu'il adore. Une musique, une ambiance, le lieu où il l'a rencontré. Et je trouve que ces associations d'idées qu'on fait autour d'une personne peuvent nous aider comme des liens qu'on tisse et qui permettent de maintenir quelque chose fixe, hein, de consolider l'amour qu'on a pour cette personne. Quand commence à avoir des doutes ou quand on commence à se lasser parce que justement on est parti d'un romantisme amoureux. Voilà, je voudrais simplement finir. Oui, il est temps. Oui, il est temps. Et je voudrais simplement finir avec une photo que j'ai prise dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, j'adorais me balader dans les cimetières pour faire des photos, parce que les cimetières, c'est reposant. Et ça permet aussi de prendre un peu de recul en se disant, oh là là, tous ces gens sont morts, moi aussi bientôt. C'est une sorte de méditation philosophique, la promenade dans un cimetière. Et je suis tombé sur un truc là. Alors c'était en bas, c'est trou là, excusez-moi, j'étais pas non plus un super photographe. Mais il y a un truc que j'ai tout de suite, quand j'ai vu ça, pourquoi j'ai pris en photo? Parce que j'ai trouvé ça émouvant et comique. Les deux. Il faut tenir les deux ensemble en fait. Le type en bas, il a écrit, il a perdu sa femme à mon incomparable épouse. Alors qu'est-ce qu'il y a d'abord de comique? Ce qu'il y a de comique, c'est qu'en fait, cet adjectif incomparable au milieu de tombes strictement identiques produit un contraste ironique en fait. Et c'est vrai que ça fait... Bon, mais en fait, les cimetières sont... Il y a le mec qui chantait, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables de manière ironique. Là, on pourrait dire, les cimetières sont pleins de gens incomparables. Et là, vous avez le principe... Ce qui rend ici la photo comique, c'est le principe d'humilité. Finalement, on se dit, personne n'est incomparable. Bon. Et c'est émouvant aussi parce qu'en fait, oui, elle est incomparable pour lui. Parce qu'il a vécu avec elle. C'est-à-dire moi qui n'ai pas vécu avec cette femme, je me dis tiens, elle n'est pas incomparable puisque tout le monde meurt et tout le monde. Mais à l'arrivée, ce qui rend incomparable cette femme, je suis sûr que c'est pas c'est très physique, je suis sûr que c'est pas son intellect, je suis sûr que non. Ce qui la rend vraiment incomparable, c'est que le type il a dû vivre longtemps avec elle et qu'il a pu aller au bout de son humanité avec elle, au très fond de son humanité avec elle. Et du coup, là, sa perte a été une perte très, très, très mélancolique et très belle aussi, parce que c'est des souvenirs, c'est le fait d'avoir eu la chance de vivre ça. Et je voulais donc
je voulais finir en disant que si on en reste au capital séduction, on ne pourra jamais enterrer un amour incomparable. Voilà. Merci. Bon, des questions, hein, si... Alors, question. Si on emmène sa femme au restaurant, si on dit qu'il faut renouveler le voyage de noces tous les ans, c'est aussi pour ça, pour tout ce qui, dans l'amour de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime, il y a l'ambiance, le lieu, ça procède de la même chose. Il y a de l'ordre de la religion laïque, oui, c'est-à-dire qu'il